bonjour. Et attention, préparez-vous. Car ce que vous allez entendre et voir dans la prochaine demi-heure sort difficilement des cadres habituels. Pour être honnête, ça n'y rentre pas du tout. Et à première vue, on pourrait penser que tout cela est le fruit de l'imagination d'un écrivain de science-fiction parascientifique et malade, sans aucune retenue. Mais le truc, c'est qu'il faudra prendre cela avec le plus grand sérieux, car il s'agit des recherches scientifiques les plus sérieuses et des scientifiques les plus sérieux. Il s'avère que nos molécules d'ADN sont des antennes, et pas seulement l'ADN, mais aussi les protéines, parce qu'elles contiennent des métaux, des atomes de métaux, qui sont une sorte d'antenne tournée vers le cosmos. Il y a une réception d'une certaine information cosmique de contrôle. Quand je retirais la molécule d'ADN du faisceau laser, et que le faisceau laser sondait un espace vide, cet espace vide se comportait comme si des molécules d'ADN y étaient présentes. La molécule d'ADN possède, voilà, en solution aqueuse, elle résonne constamment. Elle émet un certain son. Elle émet une mélodie complexe avec des phrases musicales répétitives. Ça sonne bien. La mélodie est intéressante, pour ainsi dire. C'est en soi un phénomène terriblement intéressant. J'irradie avec des ultrasons, les mêmes que pour une échographie. Et qu'est-ce que j'entends? Au lieu d'une mélodie complexe, il ne reste qu'une seule note morne. Qui dit tout cela? Faites sa connaissance. Piotr Petrovitch Goryaïev, docteur en sciences biologiques, académicien de l'Académie des sciences médico-techniques de Russie. 62 ans. Il a passé la majeure partie de sa carrière scientifique à travailler dans des instituts académiques russes, bien qu'il ait été distrait par un travail au Canada, invité à Toronto par ses collègues canadiens. Les généticiens sont convaincus que le développement de tout être vivant, y compris l'homme, dès sa conception, est programmé par l'information inscrite dans les chromosomes. On considère qu'elle ne peut être stockée nulle part ailleurs. C'est là que toutes les informations doivent être enregistrées, dans quelle séquence stricte les protéines doivent être synthétisées comme matériaux de construction pour les organes, afin d'assembler ensuite ces organes. Dans ce cas, chacun d'eux doit être strictement à sa place, interagissant avec d'autres organes pour créer un organisme unique. Il ne reste plus qu'à s'émerveiller et à rendre hommage à la nature. Comment a-t-elle réussi à placer une telle quantité d'informations dans le noyau cellulaire, qu'il est difficile de distinguer même au microscope? Comment est-ce possible? Selon l'académicien Piotr Goryaïev, il n'y a qu'une seule voie. L'enregistrement de l'information se fait au niveau ondulatoire, par des rayonnements électromagnétiques et acoustiques. Goryaïev a mené une expérience qui a été reproduite après lui dans de nombreux laboratoires, et presque toujours avec les mêmes résultats. Il s'avère que nos molécules d'ADN sont des antennes, et pas seulement l'ADN, mais aussi les protéines, parce qu'elles contiennent des métaux, des atomes de métaux, qui sont une sorte d'antenne tournée vers le cosmos. Il y a une réception d'une certaine information cosmique de contrôle. Pourquoi? Il y a des expériences simples, les mêmes œufs de grenouille. Si on les place dans ce qu'on appelle des bombes en permalloy, c'est-à-dire des cages métalliques blindées, où toutes les conditions sont créées pour le développement normal des cellules. À une exception près, l'environnement électromagnétique externe est réduit, pour ainsi dire, au maximum et est déformé. C'est-à-dire qu'il y a un environnement électromagnétique anormal. Seul le champ gravitationnel, pour ainsi dire, reste inchangé, et tout le reste est déformé. Bon, peut-être que seuls les neutrinos passent. Il s'avère que de tels embryons, de tels œufs dans de telles boîtes en permalloy se transforment en monstres. Vous comprenez le truc? Cela signifie que l'environnement électromagnétique externe nous est absolument nécessaire. Il crée une sorte de métabolisme ondulatoire, une régulation ondulatoire qui vient du cosmos. Pour le dire simplement, dans une chambre métallique ordinaire, des têtards normaux éclosent des œufs. Ils se transforment ensuite en grenouilles. Dans la chambre en permalloy, des monstres éclosent. Aucun d'entre eux n'atteint ensuite le stade de grenouille. C'est-à-dire que l'idée de la génétique ondulatoire
et que l'appareil génétique construit l'organisme à l'aide d'ondes acoustiques et électromagnétiques de différentes gammes. Non seulement il les reçoit de l'extérieur, mais il les génère aussi. Il a été prouvé expérimentalement que l'ADN génère des émissions radio et des rayons laser qui construisent des hologrammes informationnels. C'est-à-dire que les cellules de l'embryon, ayant reçu l'information par les ondes, créent une sorte de plan qui indique où et comment la jambe, l'œil, le nez, etc. doivent pousser. Et cela correspond entièrement à la loi de conservation de l'information, formulée il y a quelques années. Le fait est que notre appareil chromosomique, je le répète, non seulement le nôtre mais celui de n'importe quel organisme, est aussi, entre autres, une structure qui émet de la lumière. Mais la lumière dans différentes longueurs d'onde, en commençant par le bleu, en finissant par le rouge, et ainsi de suite le long des longueurs d'onde. Et non seulement la lumière, mais la lumière laser, c'est-à-dire la lumière cohérente. J'ai travaillé avec de très grands physiciens. Nous avons réussi à démontrer pour la première fois que l'ADN peut fonctionner comme un laser. C'est-à-dire que par une expérience directe, nous avons prouvé ce qu'on appelle la superluminescence. Donc, la question est, pourquoi un laser pour l'ADN? Pourquoi spécifiquement de la lumière cohérente? Parce qu'il y a des exemples où les bactéries brillent, les poissons brillent, les algues brillent, une souche en décomposition brille aussi, le bois pourri, mais ce n'est pas de la lumière cohérente. Là, la luminescence se produit grâce à d'autres processus, mais il y a une lumière spéciale, la lumière laser, la lumière laser. Et c'est précisément là que se trouve le point extrêmement important. Donc, c'est important, premièrement, parce que cela nous ramène à l'holographie, car la lumière laser est capable de lire des informations strictement définies à partir d'hologrammes strictement définis, et elle est nécessaire pour lire nos chromosomes comme un registre de petites images, dont il y a des milliards, mais par partie, car si on lit tout d'un coup, pour ainsi dire, ce sera un méli-mélo. Donc, c'est une lecture différentielle de cette information. On peut imaginer notre organisme comme un immense état cellulaire, composé de centaines et de centaines de milliards de cellules. Chacune d'entre elles échange avec ses voisines des données sur son état. Comment un tel état est-il gouverné? Probablement le système nerveux, mais les processus nerveux se propagent à une vitesse très faible, de 8 à 10 mètres par seconde. C'est insuffisant pour que l'état cellulaire fonctionne normalement. Même la vitesse de la lumière n'est pas suffisante pour parcourir des centaines de milliards de cellules et leur transmettre toute l'information. Autrement, notre développement se serait arrêté au niveau des bactéries, où il n'est pas nécessaire de transmettre des informations entre les cellules, car une bactérie n'en a qu'une seule. Dans notre organisme, l'information concernant toutes les cellules doit être distribuée entre elles instantanément. Comment le problème d'une communication aussi ultra rapide est-il résolu? Piotr Garyaev et ses collègues ont mené des travaux théoriques, puis expérimentaux, qui les ont conduits à l'idée que le continuum cellulaire échange des informations à une vitesse infiniment grande. Dans leurs travaux, les scientifiques se basent sur une propriété qui a été prédite par Einstein et ses élèves, Boris Podolsky et Nathan Rosen, en 1935. Ils ont alors prédit que si deux photons dans un état intriqué s'éloignent l'un de l'autre, et que l'un d'eux change ses paramètres, par exemple en heurtant quelque chose, il disparaît, et son information est instantanément transférée à l'autre photon. Un photon devient un autre. Plus tard, cette propriété des phénomènes quantiques a été appelée téléportation. En 1997, des scientifiques autrichiens ont prouvé expérimentalement qu'un photon peut être téléporté, c'est-à-dire transféré instantanément d'un endroit à un autre, tout en conservant l'information. Ils ont montré très clairement que l'on peut téléporter des photons. Et notre ADN, nos chromosomes, fonctionnent avec des photons. Cela signifie que nos cellules communiquent entre elles à une vitesse infiniment grande. Autrement dit, pour faire court, la notion de temps y disparaît. L'information est connue instantanément. C'est-à-dire que pour tous les processus métaboliques très complexes dans ces centaines de milliards de nos cellules, les cellules savent tous les unes des autres, pour ainsi dire, immédiatement, instantanément, grâce au fait que cette information est transportée par des photons, et les photons sont intriqués entre eux. Pour ainsi dire, ils se trouvent dans ce qu'on appelle un état intriqué. Et ce concept d'intrication est la clé pour expliquer ces communications instantanées dans notre organisme. Et cela nous amène à des bases de compréhension complètement différentes, pour ainsi dire.
de la biologie, de la compréhension du fonctionnement de l'appareil génétique, du fonctionnement des systèmes vivants. Pour que les cellules fonctionnent de cette manière, et que notre organisme fonctionne normalement, nos noyaux cellulaires fonctionnent comme des bioordinateurs. Alors on se demande, et le système nerveux? Il fonctionne aussi, il transmet l'information. Il s'avère qu'elle prend, apparemment, comme nous le supposons et essayons de le prouver. Elle prend de grands blocs comme ça, et bien, elle quantifie cet énorme volume d'informations et le transfère ensuite par gros morceaux entre les organes, les cellules et les tissus.